Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Le Scanner. Le Scanner, c'est une émission qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi. Au menu de cette émission, face à la presse mercredi 29 novembre 2023, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie en a dressé un tableau sombre digne d'un réquisitoire sévère de la gestion du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Ces acteurs politiques réunis au sein de l'Alliance dirigée par Cellou Dalein Diallo estiment que l'avènement du CNRD marque la continuité des régimes autoritaires qui entend s'accrocher au pouvoir aussi longtemps que possible et gouverner par la seule force des armes et non du droit. Tous ces manquements et violations graves, peut-on lire dans la déclaration, ont altéré profondément le climat socio-politique conduit à la situation de blocage actuelle et transformé cette transition en un véritable cas d'école de démagogie populiste où le superflu l'emporte sur l'essentiel. Question, comment l'ANAD compte-t-elle amener le CNRD à rectifier le tir? Quelle marge de manœuvre reste-t-elle à l'Alliance? Le scanner pose le débat. Et puis le ciel s'assombrit pour l'ancien ministre de la Santé, Dr Pété Diallo, limogé le 21 novembre dernier par le président de la transition après quelques jours d'audition intense digne d'une torture morale à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le désormais ancien ministre poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption entre autres, a été transféré par devant le procureur spécial près la Cour des infractions économiques et financières CRIEF est placé sous contrôle judiciaire. Question, que risque-t-il le ministre Pété Diallo? Nous posons le débat dans le scanner. Et puis, procès des événements du 28 septembre 2009, suite et fin de la déposition de l'ancien chef d'état-major général des armées, le général à la retraite Oumar Sano à la barre, malgré certaines révélations faites par ces derniers devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel criminelle de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, notamment sur les 4 camions qui ont transporté les corps des victimes du camp Almami Samori Touré à l'hôpital Ignace Dine. Certains avocats de la partie civile et certains même de la défense doutent de la bonne foi de l'acquise d'être de long à large impliqué dans la commission de ces atrocités. Il exige même qu'il change de statut de témoin pour qu'il soit sur le banc pur et simple des accusés, analyse et décryptage dans le scanner. Et puis football, on en parle après l'échec de la tenue du congrès électif de la Fédération guinéenne de football le 25 et 26 novembre 2023, le quorum n'ayant pas été atteint par le fait de l'invalidation de la candidature du G47, les langues se délient et la Guinée risque gros. L'émissaire de la FIFA, Gelson Fernandez, parle d'un fiasco historique et a annoncé ce mardi que le championnat scolaire panafricain n'aura pas finalement lieu sur le sol guinéen. Que risque la Guinée à un mois de la CAN? Le scanner pose le débat. Et puis dossier d'enquête dans ce numéro des édits, dans cette émission, le colonel Célestin Bilivogui, radié tout récemment dans les effectifs de l'armée et porté disparu depuis plus de 3 semaines. Question, qui serait-il derrière cette disparition? Élément de réponse avec Ali Badra Akila. Merci, c'est tout pour le menu de ce jeudi. Merci encore une fois, bienvenue de nouveau. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur...
Merci. 1h30 minutes de débat dans ces studios. Nous sommes sur Kavi Media, la 89.5, j'allais dire, et sur Kavi TV. Nous sommes dans le scanner, comme vous le savez, c'est une émission qui vous parvient tous les jours. Ici, dans ces studios et sur ces plateaux, les chroniqueurs de tous les jours. Ali Badra Akila, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent et téléspectateurs déjà qui nous pratiquent à l'instant T, et surtout il faut rappeler au CNRD que le pouvoir ne se comporte pas ainsi, c'est pas un pouvoir d'Anek Mao qu'il faut nous imposer, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la République elle est clochardisée, c'est-à-dire la connexion coupée, et hier tout le peuple de Guinée, pour ne pas dire la capitale, mise dans l'obscurité totale, sans aucun communiqué. Je crois bien, si on est dans l'idée de refonder l'État, le directeur général de l'EDG, lui, il passe complètement à côté parce qu'il n'est pas dans l'esprit de la refondation. Merci. Zainab Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Yamoussa Sek, bonjour. Bonjour Yaya, bonjour à tous. Et moi, j'aimerais m'adresser ce matin aux citoyens de Yimbaya, de Dabondi, de Koloma, entre autres, où sont installées les passerelles. Le constat révèle que les citoyens n'empruntent pas ces passerelles. Donc, même ce matin, ici à Yimbaya, le constat était de même. On a constaté que depuis leur installation, et donc il faut interpeller à ce niveau. Et parce que quand on parle au Souri, il faut aussi parler au Sumbara, traduction littérale. Et donc, si le gouvernement essaye de déployer le paquet pour en tout cas venir au secours, essayer de minimiser les cas d'accident de la circulation dans nos différentes routes, il faut que la population aussi accepte d'accompagner justement l'État dans ses initiatives. Il faut emprunter les passerelles. Ces passerelles sont construites pour nous, les citoyens, la population, dans le cadre justement de réduire les accidents de la circulation. Effectivement. Zainab Diallo, hier, l'ANAD était face à la presse. L'alliance qui dirige Cellou Dalein Diallo a dressé un tableau sombre de la gestion de la transition. Oui, nous avons suivi cette conférence de presse qui s'est tenue dans la journée d'hier, au cours de laquelle beaucoup de politiques ont assisté, d'ailleurs pas des moindres, d'où l'importance de cette conférence de presse, au cours de laquelle une déclaration a été lue, une longue déclaration, c'est qu'il faut dire. Une déclaration de plus de 4 pages. De plus de 4 pages. Je pense que cette déclaration a été minutieusement conçue, donc dans laquelle on a retrouvé en tout cas beaucoup de dénonciations consistant allant vers les dérives de ce pouvoir en place. Donc, on a vu l'ANAD dénoncer l'instrumentalisation à outrance de la justice par l'exécutif. Donc, ceci dit, les multiples atteintes portées à la liberté de la presse. Donc, ils sont allés vers ces brouillages d'ondes. Ils ont parlé de Sabari FM qui a vu ses instruments pris et emportés. Ils ont parlé de FIM FM, ils ont parlé de Guinée Matin. Je pense qu'ils ont touché en tout cas quelques points consistants à vraiment à réduire ce droit qu'a chaque citoyen. On a vu aussi l'ANAD regretter entre autres le gel des comptes et la dissolution ciblée des conseillers communaux. Ils sont longuement revenus sur ça parce qu'ils pensent que le fait de remplacer les conseillers communaux par des délégations spéciales en violation, c'est une violation flagrante du Code des collectivités locales. Donc la décision de nomination de ces membres de quartier et de district par le gouvernement est une atteinte grave à la démocratie locale. Donc ils ont aussi parlé de ces nombreuses nominations à caractère ethnique dans l'administration publique. Donc ils ont aussi regretté entre autres la restriction des droits de liberté des citoyens et
la liberté de réunion d'association, c'est-à-dire toute manifestation n'est autorisée pendant ce régime du CNRD. Donc je pense que beaucoup de points ont été abordés en tout cas dans cette déclaration. C'est ce qu'il faut retenir et ils ont aussi parlé de cette volonté du pouvoir de ne pas aller vers des élections comme prévu. En tout cas, le respect du chronogramme a été un point sur lequel ils se sont attardés. Ils ont aussi parlé de Abdourahmane Sano, de l'arrestation de ce dernier. Je pense que ça a été une belle occasion pour l'ANAD de parler de tous les problèmes aujourd'hui auxquels font face. De rechercher l'histoire de la gouvernance du CNRD. Exactement. Ce qu'il faut soulever, c'est que on a vu que dans cette déclaration de l'ANAD, même ceux qui ne sont pas de l'ANAD sont unanimes que tout ce qui a été cité là, en tout cas, ce sont des problèmes plausibles. Donc, même ceux qui ne sont pas, on a vu récemment la sortie de beaucoup de politiques qui, au départ, étaient là, comme il le disait, pour soutenir cette transition, parce qu'ils voulaient que cette transition réussisse. Aujourd'hui, ils ne sont pas de l'ANAD, mais ils commencent aussi à dénoncer comme les autres. Je pense que c'est que le gouvernement devait éviter, c'est que ça s'accumule. Ça s'accumule petit à petit et que si ça continue à s'accumuler comme ça, ça peut envoyer les citoyens à se révolter. Aujourd'hui, on ne doit pas voir l'aspect carrément politique de la chose. C'est que l'ANAD a cité, ce sont des points auxquels le gouvernement devait beaucoup plus s'attaquer, s'intéresser. Mais il y a certains points qui sont révolus là-dedans. Quand on parle de la mise en place de cette charte de façon unilatérale, pour moi, c'est révolu, ça se connaît de tout le monde, c'est du passé. Non. Est-ce que l'ANAD avait besoin de rappeler tout ça? Oui, bien évidemment. Je pense que cette charte, elle est importante. C'est pourquoi l'ANAD continue à rappeler. Vous savez qu'il y a beaucoup de statuts qui concernent cette charte. Ça permet en tout cas à suivre quelques lignes pour ne pas dérouter. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, aujourd'hui, au moment où nous sommes aujourd'hui, il faut tenir compte. Je pense que cette déclaration pourrait être un mémo qu'ils pourront en tout cas adresser au président de la République et que si vraiment il veut faire bouger les lignes, qu'il accepte de voir le contenu de cette déclaration et que autour d'une table, parce que c'est important d'être autour d'une table, d'une même table avec ces partis politiques-là pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut, même s'il faut peut-être aller au-delà du chronogramme déjà préalablement fixé. Aller au-delà du chronogramme. Oui, mais on a quand même vu... c'est un accord signé entre la junte et la CEDEAO. Oui, bien évidemment, mais le problème, il est guinéen. Si le président a cette volonté, en tout cas, de bien faire les choses, il doit associer ces partis politiques-là, être sur la même table pour discuter de comment doit se tenir cette transition désormais. Malheureusement, c'est un peu trop tard. Yam Sasek, vous y étiez. L'ANAD parle d'une volonté dissimulée du CNRD de rester aussi longtemps au pouvoir. J'aime entendre Djenab Diallo quand elle analyse sur beaucoup de points, mais je ne serai pas d'accord avec elle pour nous parler de prolongement du chronogramme, puisque ça va être un autre problème pour le Guinéen et même les Guinéens. Mais ce qu'il faut dire, pour commencer, il faut dire au CNRD qu'aucun parti politique n'est ennemi du pouvoir. À l'allure où vont les choses. Et tout ce que les gens sont en train aujourd'hui de mettre dans leur déclaration, c'est pour peut-être, en quelque sorte, c'est pour permettre que la transition puisse sortir de l'ornière et que nous puissions connaître une issue très favorable de cette même transition. Et puisque vous vous souvenez, dès le 5 septembre d'ailleurs, matinalement, tout le peuple de Guinée a applaudi ce CNRD après le renversement de l'ancien président Alpha Condé à travers ce coup d'État. On a quand même tous applaudi. Tout le monde était d'accord que l'armée reprenne le contrôle. Alors, quelques mois, quelques années après, ça crie partout. Et là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? La réponse,
va certainement se trouver au niveau de ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui, de ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui. Alors, parlons de cette déclaration faite hier par l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, la coalition d'ailleurs dirigée par Cellou Dalein Diallo, respectivement le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG en abrégé. Bien. On parle, Dienab l'a rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, des pans ont été dégagés. D'abord, l'instrumentalisation des institutions républicaines, la politisation à outrance de l'administration publique, la caporalisation des décisions par les militaires. On a aujourd'hui les brouillages des ondes, Effectivement. des lignes, des médias, des radios que nous sommes. Ça veut dire que personne n'est La restriction de l'Internet. l'Internet, Bien. personne n'est épargné. Et la population, de façon générale, est en train de subir aujourd'hui. Yaya, Bien. c'est ce qu'il faut clairement dire. Soit on dit la vérité, soit on ne le dit pas. Ça crève les yeux. Mais oui, exactement. Le CNRD, aujourd'hui, doit avoir la réponse à nos questions. À quand? Qu'est-ce qui est planifié? On a quoi comme programme pour le retour rapide et normal à l'ordre constitutionnel? On a quoi comme plan pour l'exécution des 10 points qui ont été déjà annoncés? On a quoi comme plan pour la mise à exécution du programme national de recensement administratif à caractère d'état civil, le PNRAVEC? Exactement. Alors, si nous balisons tout cela, si nous essayons de mettre tout cela dans un panier, on a comme l'impression qu'il nous reste encore du lourd à faire. Et puisque si nous nous basons du protocole d'accord signé entre justement la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et la junte militaire, on peut se dire sans risque de se tromper qu'il nous reste moins d'une année pour en tout cas passer le pouvoir au civil. Pratiquement 13 mois. 13 mois, d'accord. Alors un an, un mois. Ouais. Si j'ai bien calculé, hein, j'ai Effectivement. maîtrisé le calcul. C'est bien cela. Alors ça veut dire qu'à ce niveau, à l'allure où vont les choses, les signaux peuvent être au rouge sans risque de se tromper. La volonté est déjà manifeste pour se prononcer en disant que le CNRD ne veut pas du tout lâcher le pouvoir. Et c'est ce qui a été annoncé hier, c'est ce qui a été déclaré et dénoncé hier par justement Vas-y. les acteurs politiques qui composent l'ANAD, cette coalition exactement. Et donc, parlant de cet état de fait, Bien. et voilà, parlant de cet état de fait, on peut naturellement dire qu'il y a lieu de changer de méthode. Et parce que si nous prenons par exemple le PNRAVEC, et qui peut être le plus grand programme pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour en tout cas l'organisation des élections, on peut dire que même le coordinateur national de ce programme n'est pas aussi installé. Ouais. Vous avez compris, depuis ces derniers temps, les gens sont en train d'exiger et même de solliciter cela, pendant que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est en train de lancer un appel d'offres pour le recrutement des ONG dans le cadre d'une certaine sensibilisation des populations. Pour naturellement intégrer cette idée, pour leur adhésion à cette cause. Pendant ce temps, le coordinateur national de ce programme n'est pas encore né. On ne sait pas qu'est-ce qui est planifié à ce niveau. Et donc, ce sont des manquements énumérés ça et là qui peuvent justement prouver à suffisance qu'il y a une volonté manifeste de la part du CNRD de ne pas nous conduire au bout de cette transition. Et puisqu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, que la durée peut être comme... Bon, on ne peut pas quand même nous permettre de le dire, mais nous, on n'est pas d'accord sur n'importe quel plan pour dire il faut procéder à la prorogation, je veux dire,
à la prolongation, sinon, du chronogramme. Tout au moins un glissement. Ou de permettre, voilà, un glissement du chronogramme de la transition. Le mot ne peut pas sortir de notre bouche, mais tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui et ce que nous pouvons souhaiter, c'est de respecter cet accord qui a été déjà pris, signé entre les parties, c'est-à-dire la CEDEAO et la junte militaire. Puisque, souvenez-vous, on a dit ici, on a entendu ici que le président de la transition est déterminé à 100% de respecter ce protocole d'accord. Alors, si tel est le cas, on doit dire à Mamadi Doumbouya de rester droit dans ses bottes pour nous permettre de sortir de façon convaincante de cette transition. Bien, Ali Batra Akila, je se reviens. L'ANAD parle d'une course effrénée à l'enrichissement illicite et la corruption à grande échelle, caractérisée notamment par le recours abusif au gré à gré. La gabegie financière, ça se dit toujours et ça continue parce que nous vivons dans une république où la population elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Et la justice effrénée, infantilisée, voilà, d'une république qui s'est transformée en une république bananière, parce que j'ai eu le temps de suivre de près cette sortie, ce communiqué de cette coalition politique. Merci de me prêter cette expression, qui parle plutôt de surtout les erreurs du passé. Le colonel a refusé d'ailleurs de rompre avec toutes ces erreurs du passé. Et plus loin, on peut dire que c'est une coalition qui pense que l'espoir des Guinéens s'est effiloché complètement. C'est que... C'est effiloché. Voilà, il y a de désespoir. Il y a de désespoir. C'est qu'on pensait de cette transition n'est plus la même. Hein? Il faut que l'on soit clair là-dessus. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, avec son discours du 5 septembre, qui avait d'ailleurs mis tous les Guinéens dans le même panier d'espoir avec l'univers politique, parce que tout le monde a dansé ce coup d'État, et c'est le lieu d'ailleurs de demander, moi personnellement, pardon à Dieu, parce que c'est le seul péché que j'ai eu à commettre depuis que j'ai commencé à parler politique dans ce pays, c'est danser derrière ce CNRD. Oui, c'est évidemment. Tu es en train de te repentir directement, en direct. C'est une repentance totale. Que Dieu me pardonne. Parce que tout ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans ce pays, l'espoir qui était là, ce n'est plus le même. Le discours du 5 septembre, quand vous prenez par exemple cette politisation à outrance de l'administration publique, ce culte de personnalité qui est en train de régner au sein de l'administration, les effigies du colonel partout, alors qu'on nous avait promis le paradis. D'ailleurs, il a fallu qu'on chante le paradis pour que les Guinéens se retrouvent en enfer. Mais nous vivons la terreur. Plus loin, allons-y à l'essentiel. C'est sur ces interdictions néfastes des manifestations en République de Guinée. Les gens sont tués dans les manifestations, la restriction des libertés, des opposants chassés, exilés. Et pire, le pouvoir pense que tous ceux qui ont aujourd'hui cette voix sont contre la bonne gestion. Non, on n'est pas contre un pouvoir dans ce pays, mais il faut au moins relativiser les choses. C'est pourquoi je veux vraiment parler de la non-robustesse de nos institutions. La justice, elle est tellement aujourd'hui infantilisée, et surtout ce mercantilisme qu'on est en train de jouer au sein de cette administration. Vous avez vu combien de fois les gens sont victimes dans ce pays. Pour parler du chronogramme, le chronogramme surtout crédible et d'un budget réaliste, si vous prenez tout ça, vous serez d'accord avec moi dans ce studio que le CNRD n'est pas prêt à quitter. C'est ça la vérité. Non, c'est ça la vérité. On parle de 600 millions de dollars. C'est d'ailleurs... Mais est-ce que le budget est-il réaliste? Non, c'est d'ailleurs ça la vérité. Non, c'est un budget irréaliste. Voilà, c'est irréaliste. Et d'ailleurs illogique. Certains acteurs politiques parlent même d'une rançon. Exactement. Ouais. Illogique qu'il soit,
ces gens ne sont pas prêts parce que le colonel même s'est bunkérisé. Le colonel, il ne contrôle plus la situation, plutôt c'est la situation qui est en train de, contrôler le colonel. Il doit se relever de son lit de malade parce que là, la situation, elle est tellement gravissime. On n'a pas besoin de s'atteler seulement à ce communiqué ou à cette sortie de ces coalitions pour rappeler que le peuple est en train de souffrir. D'ailleurs, cette galère qui est en train de gangréner le pays est aujourd'hui pire. Le salaire du fonctionnaire guinéen n'est pas un salaire digne de nom. Ces sociétés qui aujourd'hui essayent de se positionner n'arrivent presque plus. Et pire, c'est qu'il y a d'ailleurs à rappeler surtout, les banques refusent, certaines banques, pour ne pas dire toutes les banques, refusent de prendre leur argent, de décaisser s'il faut. Ces sociétés font face à une rupture totale. Et les Guinéens vont se retrouver au chômage. Le colonel ne contrôle plus la situation. La seule chose d'ailleurs qu'il faille faire, c'est d'organiser les élections équitées. Il faut qu'il sauve sa carrière, hein. C'est très important. L'ANAD parle, l'avènement du CNRD marque la continuité des régimes autoritaires. Non, oui, mais non, ce n'est même pas. Non, c'est visible. Non, bon, je peux t'aider peut-être. C'est pas une autorité. Voilà. Non, c'est plus loin, parce que eux, et peut-être qu'ils sont en train de séduire un peu les mots. C'est l'aristocratie qui s'impose. C'est de l'aristocratie pure et simple. Ça dépasse même l'autoritarisme. On est dans ce studio. El Sisi est en prison. On l'accuse. Où cet homme peut prendre 10 millions pour acheter des armes et imposer son système. Judah Fulbe, il est en prison. Depuis plus d'une année. Personne n'en parle. Ça dépasse même l'autoritarisme. C'est pourquoi... Et lui aussi pour trahison. Hein. Voilà. C'est pourquoi souvent... Complot contre État. C'est pourquoi souvent, j'aime rappeler que le colonel s'est bocassarisé. Il ne contrôle plus la situation. Bocassarisé. Oui, non, mais sérieux. Le colonel s'est complètement bocassarisé. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comparer le colonel à Bokassa. Il s'est bocassarisé. Tous les styles ne sont pas les mêmes, certes, mais il s'est bocassarisé. Vous prenez l'ensemble de l'administration aujourd'hui, ce culte de personnalité que j'ai d'ailleurs rappelé dans ce studio. Plus loin, il faut indaguer là-dessus. Menez vos enquêtes. Vous comprendrez avec moi dans ce studio que le colonel lui-même s'est fait entourer par des gens qui ne connaissent absolument rien. C'est des Français lettrés. Mais dans la tête, il n'y a pas de compétences. C'est que certains qualifient d'une touffe d'incompétence. C'est un collège d'incompétents qui rôde autour du colonel. C'est un concubinage qui ne dit pas son nom. Et il faut bien laver ce système. Mais le colonel lui-même appartenait à ce système. C'est ce système-là qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est un ancien élève de ce système. Et si nous sommes dans cette situation, c'est parce que l'élite guinéenne a été irrespectueuse vis-à-vis de la population. Sinon, le coup d'État, là, on ne devait pas être dans ce coup d'État. Mais Alpha Condé nous a mis face à l'histoire et les faits sont accomplis. Mais au colonel de prendre toute sa responsabilité, au colonel de nous organiser des élections et partir. Sinon, sans quoi, c'est le seul qui sera condamné par le tribunal de sa conscience. Et nous ne voulons pas que demain, que les gens viennent dire que nous avons une dent contre le colonel, parce qu'ils savent le dire. Quand un journaliste est derrière ce micro, dans son studio, il interpelle, il alerte, mais aussi il dénonce les faits. Mais il pense que nous sommes des militants aiguisés. Nous ne sommes pas des militants aiguisés. Le CNRD manque seulement d'un siège de parti politique. Sinon, tout ce qui est en train de se passer relate les faits et ça prouve à suffisance qu'ils ont la même politique que l'UFDG, l'UFR et un ministre du CNRD. Je suis en train de mener mes enquêtes. Un ministre digne de nom, peut-être la première tête, a créé son parti politique. Pour quelle fin? Ah bon? Oui. Vous l'apprenez là? Nous allons revenir là-dessus les jours à venir. Tout ça prouve à suffisance que c'est des gens qui ne veulent pas quitter. Parce que quand vous nommez des anciens copains de la galère, des anciennes copines de la galère, c'est comme ça les choses vont se passer. À un moment donné, il faut qu'on se fasse respecter. Et surtout à ces politiques-là, parce que c'est eux qui ont dansé le 5 septembre. Nous n'avons pas besoin de vous pour... D'ailleurs, nous en avons ras-le-bol
Nous n'avons pas besoin d'hommes politiques pour faire avancer les choses dans ce pays. Eux-mêmes avaient trahi parce que beaucoup parmi eux ne sont pas dignes de foi. Bien. C'est des gens qui ont accompagné Alpha Condé dans son projet suicidaire et c'est eux, au début, qui étaient derrière l'apanage du CNRD. Donc si ça ne va pas, vous êtes tous responsables de ce qui est en train d'arriver à ce pauvre peuple. Il faut qu'on sorte un peu de l'ornière et qu'on regarde la population. Mais malheureusement, nous méritons les dirigeants que nous avons. Alors, L'ANAD justement, parle de l'instrumentalisation, de la théâtralisation et de la banalisation de la justice, pour emprunter un peu les expressions de l'ANG. non, mais oui, souvent, c'est ce que vient de signaler tout à l'heure Ali Badara. Cette justice, aujourd'hui, on a compris avec l'emprisonnement des uns et des autres, beaucoup, en commençant par, depuis le départ, le cas... Une justice à deux vitesses. Mais le cas d'abord des anciens cadres de l'ancien régime. Les anciens parents du régime Condé. Le régime Condé, les Kassori, les Damaro, les Oyegi Lavogui, entre autres, pour n'en citer que ceux-là. Ouais. Et aujourd'hui, on est, même entre militaires, le courant ne passe pas. Depuis les événements du 4 novembre, vous vous souvenez, on assiste à des cas de disparition, on assiste à des cas de radiation des hauts gradés, on assiste à l'emprisonnement de certains parmi eux. Alors, une justice à double vitesse, on peut l'observer clairement, on peut le voir à ciel ouvert. L'ANAD peut-être, c'est une coalition politique, peut-être l'ANAD n'a pas besoin de tout mentionner dans son carnet. C'est connu de tous. Hein. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle, c'est connu de tous. Mais est-ce qu'il faut craindre, Yaya? Et puisque hier, des manquements ont été énumérés, des défaillances ont été soulignées, mais est-ce qu'il faut craindre, malgré le fait d'interdire les manifestations sur tous les angles en Guinée, ce qui a été aussi dénoncé par la coalition politique dirigée par Cellou Dalein. Mais ce qu'il faut craindre, c'est le retour encore des manifestations. Et puisque hier, même dans la salle de conférence à la Maison de la Presse de Guinée, la question a été posée. Alors, quelle forme de manœuvre pouvez-vous obtenir aujourd'hui pour faire fléchir le CNRD les moyens de pression dans son élan ou dans sa volonté de se cramponner au pouvoir? On a comme l'impression que les politiques ont le seul moyen légal qu'ils ont, que ces politiques ont, c'est de manifester. De recourir aux manifestations. C'est de recourir aux manifestations. C'est de manifester, c'est de descendre dans la rue, c'est de s'exprimer, c'est de dire qu'on en a marre, dire son ras-le-bol. Et là, ce droit aujourd'hui est confisqué. Et surtout cette banalisation de la vie humaine dans ce pays. Justement. Parce que la vie aujourd'hui, humaine, elle est banalisée. Quand on parle de la manifestation, les gens ont peur. Yeah. On a comme l'impression que si on doit manifester, on se dirige vers les boucheries. Yeah. Donc, on se jette à la mort. Alors que c'est pas ça. On peut pacifiquement manifester dans ce pays. Si ça ne va pas, on n'est pas dans la dictature, là où le chef doit tout décider et personne ne doit dire le contraire. On est dans une démocratie et il faut la chanter partout, cette démocratie. Et même si le modèle que nous avons est mis en doute par notre président de la transition actuelle, mais il faut dire que les gens se sont battus pour que ce concept-là soit africanisé. Et jusque-là, nous aspirons à faire mieux. Mais aujourd'hui, si nous sommes privés de descendre dans la rue avec les pancartes pour exprimer notre ras-le-bol, c'est qu'on n'est pas citoyen libre. Là, il faut le dire. Et cela, il faut accepter. Et donc, cette volonté de redescendre, de faire recours encore aux manifestations, il faut avoir peur de cela. Et si rien ne va, s'il n'y a
aucune méthode, s'il n'y a aucune garantie dans cette période de précarité, comme vous pouvez accorder le qualificatif que vous voulez, moi je dis qu'il faut craindre. Il y a des lourdes conséquences à craindre, puisque si on reprend avec les manifestations, à l'allure où vont les choses, avec cette situation de conjoncture dure, là ça ne peut pas aller parce que tout le monde est frustré, nous sommes tous devenus, on dort dans le noir, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, et puis difficile de trouver quoi manger. Je pense qu'on en a marre. La population aujourd'hui a du mal à sortir la tête sous l'eau, et là tout le monde est frustré, et ça se génère, ça se transforme en colère. Cette frustration se transforme aujourd'hui en colère. Et là, quand on appelle à des séries de manifestations, je crains qu'il y ait que les gens payent de lourds tributs, parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne savent pas faire la différence entre armes conventionnelles et non conventionnelles. Bien, Jenab Diallo, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas réussi à corriger les erreurs du passé. Pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que c'est du alpha sans alpha. Je pense qu'il est venu... Mais il y a de ces choses qu'on est en train de vivre sous le CNRD. Justement, on n'a jamais vécu ça sous le régime d'Alpha Condé. Je pense que Akila le disait pas plus tard qu'hier, qu'il n'y avait aucune raison de vivre ce coup d'État. Parce que si les raisons pour lesquelles ils ont en tout cas pris... Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Les mêmes effets, ils ont pris ce courage-là de venir renverser le pouvoir, si c'est la même chose qui continue, ou d'ailleurs plus, je ne vois pas en quoi on devait se retrouver dans ce coup d'État. Je pense que dans la sous-région, vous avez vu partout où il y a eu coup d'État, c'est les mêmes raisons qui sont avancées, soit on parle de la justice qui est instrumentalisée, soit on parle un peu de la souffrance de la population. La gabésie financière. La gabésie financière, ce sont des éléments qui reviennent dans les discours des putsch. Mais aujourd'hui, je crois que, Akila l'a dit tout de suite, je pense que c'est une erreur pour les Guinéens d'avoir applaudi le colonel Mamadi Doumbouya. Je suis d'accord. Je tais de ces gens-là qui ont dit enfin, mais je crois que c'est une grosse erreur. Et aujourd'hui, ce qui reste vraiment au CNRD, c'est d'organiser les élections et de partir. Je disais tout de suite qu'il était important, en tout cas, d'être autour d'une table pour discuter des problèmes guinéens, parce que la CEDEAO, aujourd'hui, n'a aucun sens aux yeux, en tout cas, du CNRD. Je pense que, d'ailleurs, pour aujourd'hui, beaucoup de pays qui appartiennent à la CEDEAO, cette CEDEAO n'a plus de poids. Ce qui est important aujourd'hui, dès au départ, c'est que devait faire... La CEDEAO est obsolète, hein? Elle est obsolète, ouais. C'est sûr. Parce que si on s'est retrouvé dans cette situation, c'est parce que la CEDEAO a fermé les yeux sur ce coup d'État constitutionnel du professeur Alpha Condé. S'ils avaient pu agir comme une CEDEAO... Pas que chez nous, il y a le Mali. Oui, mais c'est un peu partout. Vous savez que ce qui existe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se retrouve... Même la même CEDEAO aussi n'avait pas daigné de condamner le coup d'État constitutionnel du procès Alpha Condé. Oui, donc c'était... C'est ce que je dis. C'est un paradoxe. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui dans cette situation, à cette situation dans laquelle on se retrouve. Bien. Je crois que c'est important, je le dis encore, de donner cette occasion à ce que Mamadi Doumbouya se retrouve avec les politiques, mais ceux qui ont vraiment du poids. Qu'ils les entendent et ensemble, ils verront qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que n'occultez pas ce que je suis en train de dire. À cette allure là où on est aujourd'hui, visiblement, on ne peut pas aller aux élections. Rien n'a été posé. Il n'y a même pas d'espoir. Oui, il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas aller aux élections. La seule chose qui reste maintenant, c'est qu'il y aura glissade de calendrier. Et ça va nous remettre encore dans de perpétuels recommencements. Justement. Et ça va continuer avec des violences. Et nous ne souhaitons pas un autre coup d'État. C'est d'ailleurs qui peuvent aller aux élections. Voilà, à l'allure. Sont aujourd'hui divisés. Exactement. C'est aussi notre machination. Là, il faut le dire. Les politiques sont divisées. Il y a des gens qui se constituent partie prenante du cadre de dialogue. Qui ont été rejetés, hein? Qui a été finalement rejeté par le ministre Mori Condé parce que c'est des gens qui ne pèsent pas. Mais jusqu'ici, ce sont des alliés, s'il faut dire, des militants du CNRD. Et c'est pourquoi hier, un politique l'avait souligné qu'en Guinée, il y a
des politiciens, il y a des opportunistes. Ils sont tous pareils. Et donc, ils sont tous pareils. C'est une politique. Oui, on peut le dire. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont tous pareils. Il peut y avoir. Ils sont tous pareils. C'est une politique de Balthazar. C'est quand ça va chez. Non, sérieux. C'est quand ça va chez eux. C'est quand ça va chez eux, ils prennent la parole. Dans ce communiqué, personne n'a parlé des tueries sur l'axe. Non. Je finis, s'il vous plaît. Non, sérieusement. Non, ça a été dit. S'il vous plaît. Ça a été dit. On ne parle pas de l'axe, on parle de façon générale. Ali Badara, j'y la étais. tenue de manifestation, lors des manifestations. Quand il y a des manifestations, c'est l'axe qui subit. On sait déjà. En particulier. Et vous êtes. D'ailleurs, on est tous unanimes dans ce studio. Parce qu'il n'est pas le père du ça circule souvent partout. Quand ça manifeste, on ne tire jamais sur quelqu'un. À Matam, quand ça manifeste, on ne tire jamais sur quelqu'un. À Kaloum, les gens sont chouchoutés. Mais sur l'axe, les citoyens sont ronronnés et puis d'autres même prennent la fuite. D'autres ne veulent pas vivre. C'est à Kaloum qu'on a gazé les journalistes. Voilà, la terreur que vivent les citoyens de l'axe est une terreur galopante. Ces politiciens-là pouvaient aussi s'atteler à ça. Mais c'est des intérêts égoïstes et irréalistes. La population n'a de yeux que pour pleurer. C'est pourquoi s'il le faut, il faut se repentir. Parce que nous avons fait du mal à Dieu et nos dirigeants sont... Non mais sérieux. Non mais ce que j'aimerais souligner, Yaya, dans ce pont d'Ali Badara, c'est que c'est vrai, on peut avoir l'impression qu'ils sont tous les mêmes après tant d'expériences et tant d'histoires vécues. Et moi je me dis, il faut quand même s'abstenir de dire que tout est mauvais en Guinée. Et parmi nous, il y a des gens qui peuvent bien faire affaire. Absolument. Il y a parmi ces politiques, il y a des gens qui sont capables de relever le défi. Et même si aujourd'hui tout le monde est instrumentalisé, et c'est vrai, c'est une politique administrative que les gens ont entreprise, j'allais dire, depuis longtemps. Mais parmi nous, il y a des hommes intègres. Tu es d'accord avec face moi à l'histoire, c'est leur désaccord, même parmi les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, même parmi les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, Ali Badara, il y a des gens sur qui compter. Et là, il faut juste les mettre à l'épreuve pour nous sortir de toute cette gabésie, et même financière et humaine. Là, il faut le dire. Mais de l'autre côté, en parlant de politique, justement, aujourd'hui, on a deux facettes, deux groupes d'hommes politiques en Guinée. Yeah. Il y a des gens, il y a des pros. Naturellement, même le mot pro n'est peut-être pas soutenu pour l'accorder aux gens, mais c'est le mot. Il faut oser le dire. Il y a des pro-CNRD parmi les politiques, il y a des anti-CNRD parmi les politiques. Ou des alliés tacites. Et voilà. Bien. Et aujourd'hui, s'il faut parler problème, c'est ça le sérieux problème. Alors si aujourd'hui, CNRD doit laisser la main, il doit la laisser à qui? Puisqu'aujourd'hui, entre les politiques, ils sont en train de se taguer. Alors, les gens qui sont du côté du cadre de dialogue et ceux qui n'ont pas pris part, on veut aujourd'hui qu'il y ait une liaison entre ces deux équipes, qu'il y ait une formation de toutes les coalitions pour au moins faire face à ces militaires qui sont au pouvoir, pour nous permettre de diligenter rapidement les actions afin de nous sortir de cette transition de façon apaisée et normale. S'il n'y a pas cela, c'est que nous allons tous échouer. Ça sera de l'échec total pour tout le peuple de Guinée, puisque si cette transition échoue, c'est le peuple de Guinée qui va en pâtir. Nous allons endosser les conséquences. Ceux qui ont profité d'ailleurs ont déjà profité, mais nous, les citoyens lambda, on aura des problèmes, puisque les grosses conséquences vont s'abattre sur nous, et ça sera nous le problème, et ça sera nous les sacrifiés. Et donc, à ces politiques également, au lieu de s'asseoir à se jeter des pics, à se qualifier de tous les noms d'oiseaux, ou à s'accuser de tous les péchés d'Israël, il faut leur dire de conjuguer le même verbe et leur dire de s'entendre pour que cette transition réussisse. Bien. Je crois que si nous avons quelque chose en commun dans ce pays-là, c'est l'incompréhension à tous les niveaux. Aujourd'hui, au niveau de la FEGIFOOT, on ne s'entend pas, ce n'est pas de la politique. Partout, c'est ces désaccords-là, s'ils font d'égo personnel. C'est le même problème. C'est le problème guinéen aujourd'hui. Le problème d'intérêt perso. Alors, les politiques, s'il y a quelque chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est naturellement la tenue de ces élections au moment opportun. C'est-à-dire que les 24 mois
qui ont été quand même signés, cet accord qui a été signé, enfin, cet accord dynamique qui a été signé entre le CNRD et la CEDEAO. Je crois que le camp de Lansana Kouyaté l'avait retiré la semaine passée. C'est le cas de cette coalition dirigée par Bok, Ibrahim Sori, la COPAG. Diallo, voilà, la COPAG et tant d'autres aussi acteurs politiques. C'est vrai que là-dedans, il y a des opportunistes qui, quand même, appellent d'ailleurs même à un glissement. Mais il y a certains qui sont conscients de l'enjeu de notre nation. Donc, à un certain niveau, je crois qu'il faut mettre de côté les égos. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Malheureusement, on est beaucoup plus amené à défendre les intérêts personnels égoïstes que des intérêts publics. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. Ali Badra Akila, je termine cette question. Je crois que ce sujet-là est clos. Aujourd'hui, nous avons un Khalifa Gassama Diaby. On ne peut pas mettre ce monsieur dans le même sac que ses acteurs politiques. Nous avons beaucoup de gens ici qui ont brillé par leur constance dans le cadre de la dénonciation de certains manquements, que ce soit sous le régime Condé, que ce soit sous le régime du CNRD. J'en passe, quand même, ces gens sont restés intacts, cohérents. C'est le cas de Dame Doussou Condé et tant d'autres, j'en passe. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. C'est vrai que les politiciens, mais nous avons ici, des politiciens. C'est des politiciens politiciens de carrière qui, à un certain niveau, privilégient leur ventre au lieu de se battre pour des convictions, disons, républicaines. On passe à un autre sujet, et j'en parlais, le ciel s'assombrit pour l'ancien ministre de la Santé, Dr Mamadou Pété Diallo, limogé le 21 novembre dernier par le président de la transition, après quelques jours d'audition intense digne d'une torture morale à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le désormais ancien ministre poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption entre autres, a été transféré par devant le procureur spécial près la Cour des infractions économiques et financières, CRIEF. C'est mercredi. Ali Badra Akila, que risque le ministre Pété Diallo, qui est déjà placé sous contrôle judiciaire? Nous apprenaient nos confrères de la RFI. Pété Diallo était un agneau sans défense. Comment ça? Pété Diallo a été crucifié par le régime militaire. Donc, il faut l'abattre, le servir de cobaye. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je finis, s'il vous plaît. On ne l'abat pas. Il a géré pendant plus de 2 ans. Je crois que si on lui demande de rendre compte, je crois que moi, je ne suis pas contre cela. Est-ce que la forme est respectée? C'est là où se trouve le débat aujourd'hui. Quand on gère, il faut rendre compte. Je crois que c'est élémentaire. Et moi, sur cette question, s'il est avéré que le ministre Pété a pris dans les caisses de l'État, mais qu'il rende compte, il n'y a pas de problème à ce niveau, Ali Badra. Merci, vous avez fini? Allez-y. Voilà, quand je dis que Pété Diallo est servi de cobaye, ça a tout l'air. Il faut approfondir les enquêtes pour le comprendre. Ce monsieur qui a tout laissé, qui a mis son patriotisme devant, qui a accepté de rentrer en Guinée. Dit-on. Servir la nation, sa nation, qui d'ailleurs a pris la décision de quitter le navire parce qu'il est en train de tanguer. Maintenant, il le fait, il fait face à des problèmes. Voilà le problème. Je vais un peu ressasser l'histoire. La première histoire, vous avez vu Pété Diallo avec la dame, je crois, Sall, qui est, je ne sais pas si c'est la directrice de cabinet ou du ministère de la Santé et de l'Hygiène, je pense. La chef de cabinet. Il y avait eu un embrouillamini entre Pété et cette dernière. Une animosité, j'allais dire. Voilà. Et vu... Il faut rappeler que Keita Sall, c'est la fille de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Kéléfa Sall. Voilà, vu cette force qu'elle avait, vu ses mains surtout longues avec le CNRD et surtout certaines figures du CNRD même, vous avez vu que Pété avait été débouté. Deuxièmement, la deuxième histoire, c'est celui-là qui vient d'être nommé, mon ami, qui est Djoué, qui ne rendait plus compte à Pété sur ses actions. Et finalement, vous avez compris que Pété n'avait plus la force de continuer avec ces gens. N'avait pas la possibilité de démissionner? Non, Pété... Il pouvait démissionner. Vous savez, je l'ai rappelé une fois sur mon ministre compte, désavoué par sa chef de cabinet, par son secrétaire général, par les directions dont relève son ministère.
je crois qu'à un certain niveau, il doit tirer toutes les conséquences et prendre sa responsabilité. Il ne l'a pas fait. Si on est amis sur Facebook, je l'avais une fois publié qu'un ministre veut démissionner. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux et chacun hilarisait avec. Je faisais bien sûr allusion à Pétain. Il ne l'a pas fait, enfin. Il ne l'a pas fait. Mais derrière, on sait ce qui se passe. Mais ce qui m'a beaucoup même, s'il faut, mis dans l'amertume, c'est quand on m'apprend que Pétain est suivi pour détournement de deniers publics, corruption, concussion, abus de fonction, enrichissement illicite. Le pauvre Pétain. Le pauvre. Qui a laissé une forte institution, une grande institution. Vous ne croyez pas aux charges, Mais je n'y crois pas. aux accusations portées contre le ministre Pétain? Moi, je dis que la justice guinéenne, elle est infantilisée, effrénée. La justice guinéenne est un candidat qui ne fait pas la bonne promotion de la Guinée à l'international. Mais alors, C'est de ça il s'agit aujourd'hui. D'abord, on l'inflige une torture morale. Il passe 2 jours en garde à vue. Alors que vous connaissez sa maison. Il peut se lever demain et revenir. Vous ne l'avez pas fait. Vous torturez cet homme moralement. de 13h à 23h. Moralement. D'une intense audition. Exact. Il faut le rappeler. Et on oublie Au niveau de la DCJ. que ce pouvoir, je ne sais pas, avec son Kissinger, parce qu'il est financé je ne sais de qui, et les informations que j'ai apprises, je ne vais pas les dévoiler maintenant parce que je suis en train de mener mes enquêtes. Bien. Mais je demande une fois à la maman du président de faire très attention. Quand ton fils est au pouvoir, oui, Qu'est-ce que tu veux dire? quand ton fils est au pouvoir, Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? il faut faire très attention. C'est là que je me limite. Alors, Et limite là. aussi, Limite au colonel, là. au Limite là. général, au haut commandant de la gendarmerie de faire très attention avec ce pouvoir. Au ministre Bernard Gomou, Premier ministre. Premier chef ministre. du gouvernement. chef du gouvernement militaire, de faire très attention. Parce que les bisbilles, Qu'on accuse d'avoir harcelé le ministre Pété. les bisbilles, De l'avoir les- retenu contre ses grés Exact. pendans plus de 4 heures au niveau de la primature. Hein. les bisbilles ont commencé là. Les bisbilles ont commencé là. On est en train de clouer à pilori tous les amis de l'ancien ministre Mohamed Beavogui. Yaya était une parfaite illustration pour Bien. Pétain. Pétain également est tombé dans ce même piège. Bien. Sauf que Yaya, l'histoire lui a donné raison. Bien. On ne peut pas poursuivre Pétain pour enrichissement illicite et laisser Bien. s'il faut ces bandits-là qui ont falsifié même la signature du président. Qu'est-ce que tu appelles bandit? Mais oui, si quelqu'un falsifie la signature du président, n'a pas d'autre nom que d'être appelé un bandit. C'est une intonation. Laissez ces gens-là qui sont cités dans des malversations financières, dans des dossiers aussi rocambolesques que Pétain ne le soit, on laisse tous ces gens parce qu'ils sont ministres. Ces ministres-là même, parce qu'ils servent le colonel et on veut servir de cobaye. Un pauvre Pétain, on ne va pas l'accepter. Bien. Jenab Diallo, est-ce qu'on peut dire par là que c'est très mal parti pour le ministre Pété? Oui, tout est visible quand même. Moi, je voudrais un peu revenir sur comment le ministre Pété a été viré du gouvernement, puisque Akila, lui, il a tout de suite dit cette relation difficile que le ministre a eue, en tout cas avec son alentour. Moi, je crois que c'est... Avec ses proches collaborateurs. Ses proches collaborateurs, avec le Premier ministre avec qui il ne conjuguait pas le même verbe, avec son chef de cabinet ou la secrétaire générale, je ne sais pas quel est le poste qu'elle occupe, mais qui à un certain moment était même prêt à dire au ministre « je ne le fais pas » ou que je n'ai pas de compte rendu à vous faire. Et c'est là que Pétain avait gâté, parce que lui aussi, il avait fait ce démenti pour dire qu'il n'y avait absolument rien. Voilà, aucun Vous me problème. donnez raison. Et la dame, Ce monsieur est responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. On lui a Faut qu'on le vu aux dise. États-Unis où il était en train de dire « prions pour le colonel ». C'est une vendetta qui est imposée, c'est la vengeance aujourd'hui dans ce gouvernement. C'est simple. C'est simple. Je crois que à la veille, en tout cas, de ce limogeage-là, on avait vu des rumeurs qui ont couru que le ministre Pétain avait démissionné.
et que le lendemain du soir, on a vu ce décret de limogeage et le matin du limogeage, on a vu aussi les informations parce qu'on l'a limogé sans qu'il n'y ait aucune charge. En tout cas, rien n'a été dit pour motif de son limogeage. Mais ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, qu'il y a une sorte de déshonneur qu'on est en train d'infliger à ce ministre-là. Rappelons-nous du cas Kelle Fassal. Il y a de ces personnes qui ne supportent pas ça. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Kelle Fassal, c'est parce que il a été humilié. Et c'est sa fille qui est à la manœuvre de tout ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui est vraiment Par ailleurs, dommage. On accuserait sa fille d'être à la manœuvre. Et c'est ce qui est vraiment aujourd'hui dommage parce qu'on sait un peu quelles a été quand même les réactions de la famille de Kelle Fassal lorsqu'il est décédé. Ils ont même refusé à ce que le gouvernement envoie une délégation en famille parce que la mort de leur papa serait causée par ce même gouvernement. Ils n'ont pas voulu que l'État s'implique. Ils n'ont pas voulu que l'État s'implique. Ouais. Aujourd'hui, cette fille-là se met dans ce même système et est en train de nuire à d'autres personnes. C'est vraiment dommage. Et je disais... Laisse-moi passer ceci, Jenab. On nous apprend que c'est la fille de Kilefa, qui est par ailleurs la chef de cabinet, qui a, dès après le limogeage du ministre, qui a rangé tous ses effets et mettre dans un sac et aller déposer à son domicile. Comme ça. C'est pour vous dire combien de fois il était Et on nous difficile. apprend que la famille de Pété entend porter plainte contre la dame pour harcèlement et violation du domicile. Que la famille ne porte pas plainte. Si sa famille m'écoute, c'est de mettre au-dessus de la mêlée, avoir ce dos large, laisser cette dame continuer avec cette mésaventure. La jeunesse, parce que le colonel l'avait rappelé qu'il faut rajeunir l'administration, mais ça prouve à suffisance que cette image jeunette que je vois, elle est aussi malhonnête que l'image vieille que j'avais l'habitude de voir au temps d'Alpha Condé. C'est clair, les gens vont détruire, vendre leur dignité au diable dans ce pays pour absolument rien. Que sa famille laisse, qu'elle continue avec ça. Si c'est elle qui est derrière, l'histoire un jour va la rappeler à l'ordre, c'est clair. Je suis d'accord avec Akila et qu'aujourd'hui, disons qu'elle n'est pas en train de rendre fier son père, que la mémoire, elle pouvait en tout cas faire des actions allant dans le sens même de la moralité de son papa. Parce que s'il y a quelqu'un qui a dès au départ dit à Alpha Condé qu'il n'était pas possible d'aller avec un troisième mandat, c'était le premier Guinéen qui avait osé le faire. Et je pense qu'il a empathie. Si c'est cette fille-là, la fille de Kelle Fassal, qui se permet de faire ce genre de choses, je suis d'accord avec Akila qu'on laisse le temps faire son temps et que Dieu, le juge, le plus grand juge, saura faire. Mais je reviens un peu sur le cas Pété. Je pense que tout était préparé pour mettre le ministre dans cette posture-là où il est aujourd'hui. Vous avez vu quand il a été limogé, on ne lui a pas permis d'assister à la passation de service. Il a attendu jusqu'à 17h, heure à laquelle devait se tenir. Comme si la primature était un tribunal. Je vous assure, comme s'il devait rester là toute la journée attendre et que cette passation se passe sans lui. Bien. Qu'on ne lui donne même pas la chance aussi de prendre ses effets. C'est comme si le ministre là il avait tué quelqu'un et aucune charge. Encore. On va procéder à une pause. Jenab, après, je crois que je passe la parole à Yamsa Cheikh de Siam Info. Une pause, je reviens dans un instant. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara. Fin de cette émission, le scanner, je vous le disais, dans les titres, le ciel s'assombrit pour l'ancien ministre de la Santé, Dr Pété Diallo. On était avec vous, Jeynab Diallo. Est-ce qu'on peut dire par là que Pété est en partie responsable de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, puisqu'il pouvait démissionner? Non, je pense qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. J'ai dit en partie. Oui, en partie. Il n'est pas responsable. Je crois que ce ministre-là avait cette volonté peut-être de changer les choses. Vous savez que tout a été réuni. Ce ministre est venu, il s'est mis dans la peau de quelqu'un déjà qui a une expérience ailleurs et qu'il a voulu reproduire cette expérience. En Guinée, ça a été, je pense, que la chose la plus fatale pour lui parce qu'il a quand même réduit la chance de beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire corruption, il a fermé des portes qui étaient carrément ouvertes. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout cela qui retombe sur la tête. C'est ce qui lui a valu ce limogeage. Donc, je vous le dis. Vous voulez dire qu'il est victime d'un complot? Il n'y avait plus de mangeoire au ministère de la Santé. Il n'y avait pas de mangeoire. Demandez très bien quelqu'un qui est dans ce ministère-là, qui n'est pas contre le ministre Pété, il vous le dira. Je pense que vouloir restreindre tout cela ou fermer totalement les robinets, c'est ce qui lui a valu aujourd'hui ce poste de ministre de la Santé. Il est humilié, qu'on sache que c'est un père de famille et qu'il a ses enfants, il a ses petits-enfants, qu'on ne devait pas quand même aller en dehors de la loi, de ce que la loi dit. Je ne comprends pas comment il peut venir qu'on lui torture moralement, comme s'il était un assaillant ou que je ne sais quoi, qu'on lui garde de 12h à 23h. Aujourd'hui, on est en train de ramener, en tout cas, comme j'aime à le dire, une très mauvaise image de ce ministre-là à l'extérieur. Yamoussa Seck, est-ce que vous partagez ces différents avis de nos collègues ici dans ce studio? Oui, plus ou moins, je vais dire. Mais je m'abstiens de jeter en pâture la fille de Khalifa Sall pour la prendre pour responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui à Mamadou Pété, vu que lui-même, l'ancien ministre de la Santé lui-même, n'a pas assumé quand la question a été posée. Il a tenté de défendre cette dame. Pour le moment, les enquêtes n'ont pas abouti. Et donc, moi, je préfère qu'on essaye aussi de situer les responsabilités, mais de façon aussi réfléchie, juste et claire. Et ce que je veux dire, de l'autre côté, il faut arrêter de faire peur à la jeunesse, de faire peur à l'intelligentsia guinéenne. Et parce que si aujourd'hui, être ministre de la République est synonyme après d'humiliation, et ça, être cadre d'un gouvernement aujourd'hui est synonyme après d'humiliation, moi je me dis qu'on est en train de faire peur aux autres. Et puisqu'il va arriver à un certain moment où même s'il y a un poste vacant, même ceux qui sont capables d'apporter quelque chose, de venir occuper, de faire un travail, vont avoir peur de se déclarer. Ah bon? Oui, parce que si nous nous basons de récents événements depuis après Alpha Condé, on comprendra aujourd'hui que les gens peuvent avoir peur à travers les poursuites et à travers les accusations portées ça et là. Depuis les anciens cadres de l'ancien régime qui ont été emprisonnés pour des faits de corruption, de détournement, de deniers publics, de complicité, d'enrichissement illicite, entre autres. Oui. Et jusqu'ici, on n'arrive pas à situer, à établir les faits. On n'arrive pas à montrer des preuves depuis plus d'une année. C'est le cas de Ayasso qui a été blanchi. De ces cas. D'abord, on commence au départ, pour le cas des Kassori et autres, qui sont jusqu'ici en prison, mais dont les preuves ne sont pas brandies pour dire exactement aucun élément de preuve pour dire c'est pour montrer au peuple de Guinée, voilà ce qu'ils ont volé, voilà ce qu'ils ont détourné, voilà en quoi ils ont servi de complices
dans les cas de détournement. Bien. Et donc, depuis là, les mêmes faits ont repris avec le CNRD. Ça a commencé par l'ancien ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Yaya Sow, qui a été blanchi finalement par la même CRIEF qui avait monté des accusations contre lui. Des accusations des charges présumées également de corruption, de détournement. Ce fut également le cas de Mamadou Pété. Mais si on sait que la justice ne peut pas sortir victorieuse dans ces cas de figure, il faut arrêter d'humilier les gens. Très bien. Alors, pour le cas par exemple de Yaya, il a été rétabli, il a été blanchi. On s'est rendu compte qu'il n'est pour rien. Et jusqu'ici, il n'a pas été réparé. Par exemple, s'il avait perdu son poste de ministre des infrastructures pour des simples faits d'accusation, de corruption, de détournement, entre autres, et qu'après plusieurs séances, plusieurs journées d'audition, de procès, on s'en rend compte exactement qu'il n'a pas volé, qu'il n'est ni associé de près, ni de loin à cette affaire, et qu'il a été décidé finalement de le blanchir, de sauver son honneur. Moi, je pense qu'il devrait être rétabli encore. Il est digne pour le faire. Il devrait être rétabli. Il est digne pour accepter de revenir. Non, soit il accepte, soit il ne l'accepte pas. La décision finale va revenir à ce monsieur-là. Mais qu'on le montre que oui, il a été accusé. Et aujourd'hui, la justice a tranché. La vérité est de son côté. Et donc, là où on l'avait pris, on l'a ramené à ce poste. C'est à lui de décider. C'est à lui de décider, oui, je ne veux plus ce poste. Je veux m'occuper à mes affaires perso ou je veux servir à d'autres fins. Bien. Mais pour le cas Pété, on ne peut pas dire s'il est coupable ou pas. Pour le moment, ce sont des simples accusations. Et puisque l'affaire est déférée par devant la CRIEF, il faut attendre à ce que le verdict tombe pour savoir si ce monsieur aussi était coupable des accusations portées à sa charge ou pas. La balle est déjà partie. La balle est déjà partie. Bien. Et moi, je pense, pour terminer très rapidement, qu'il faut éviter cela et il faut suivre la procédure des choses. Il faut éviter la justice de 2 poids, 2 mesures. Bien. Alors, on va essayer d'entamer notre troisième sujet, procès des événements du 28 septembre, suite et fin de la déposition de l'ancien chef d'état-major général des armées. La partie civile et certains avocats de la défense demandent ou tout au moins exigent à ce qu'il change de statut pour qu'il soit désormais sur le banc des accusés à Libadra Akila. Bon, pas tous les accusés. Tous les accusés ne peuvent pas être sur les bancs des accusés, même si... On parle du cas particulier du chef d'état-major général. Oui, non, vous savez, en matière de droit pénal, c'est aussi le cas. Un témoin, finalement, peut être un accusé. Un témoin peut se retrouver en prison. À tout moment, changer de statut. Ce chef d'état-major, la seule erreur peut-être qu'il a eu à commettre... L'ancien, pardon, était de commettre... Sous le CNDD. De donner ces camionnettes-là à cette Française. Et il y a assez de non-dits dans sa déposition. Ça veut dire que je suis de ceux qui pensent qu'il mérite d'être accusé, surtout être sur le banc des accusés, parce qu'il en sait beaucoup dans cette affaire, histoire des massacres du 28 septembre. Mais la décision quand même reviendra au juge Tunkara. Bien, dans des idées. Jenab Diallo, en dépit de tout ce qu'il occupait, chef d'état-major général des armées à l'époque, et qui a fait quand même certaines révélations, notamment sur les recrues de Kalea, et le transport de ces corps. Oui, c'est quand même l'une des comparutions les plus attendues de ce procès. Vous l'avez tout de suite dit, c'était l'ex-état-major de l'armée. Chef d'état-major général des armées. Des armées à l'époque. Ouais, le patron de l'armée à l'époque. On a entendu le général Oumar Sano dans sa déposition. Je pense qu'il parlait avec assez de légèreté de cette situation. C'est comme si il ne connaissait rien de tout ce qui s'est passé, étant chef d'état-major. Donc, je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas passer comme ça quand même. Avec les avocats de la partie civile, il ne peut pas y avoir de massacre de telle sorte qu'il y ait plus de 150 morts. On a entendu hier Maître Tcherno Hamidou Mamadou Ouri Diallo qui s'exprimait et qui disait qu'il y a
il y a eu quelque chose de... Il y a plus de 1000 corps. 1000 morts. 1000 morts, oui. Voilà, qui disait qu'il n'est pas d'accord avec ce chiffre. Parce qu'en faisant le lien entre ces 4 camions, lui, il supposait que chaque camion pouvait transporter 250 corps. 250 corps. Ouais, c'est une supposition. Je pense qu'on attendait des éléments plus qui allaient plus élucider la cour dans ce procès-là, mais on a vu beaucoup de zones d'ombre. Akila le disait tout de suite. Il était un peu limité, en tout cas, dans ses dires. Donc aujourd'hui, moi je l'avais dit, je dis de témoin, il pouvait passer d'inculpé, d'un accusé directement. Et aujourd'hui, c'est à cela nous tendons. Maître Paul Yomba Kourouma l'accuse d'être de mauvaise foi et il refuse de dire la vérité. Il a ses raisons. L'avocat a ses raisons. Et quand on sait que l'ancien chef d'état-major, au moment des faits, c'est lui qui assurait les fonctions de ministre de la Défense, même s'il dit que ses options étaient limitées, et son pouvoir a été limité par le ministre titulaire. Alors, au moment des faits, c'est lui qui était ministre de la Défense, pendant que l'autre était à l'intérieur du pays pour battre campagne, je ne sais quoi. On l'avait dit dans le même studio, on l'avait dit. Et aujourd'hui, on revient là-dessus en entendant ce monsieur parler, témoigner. On avait comme l'impression qu'il s'y connaissait. Il était témoin de beaucoup de choses. Jusqu'ici, il était derrière le rideau. On ne sentait pas sa présence. On ne sentait pas le rôle que lui, il avait joué. Mais il s'est pris dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège. Il a monté son propre guet-apens. Et voilà, l'étau se resserre autour de lui. Et aujourd'hui, et parce que là-bas, on ne peut pas, c'est vrai, on peut beau faire pour le mot, c'est si je ne veux pas prononcer le mot mentir, mais on peut beau faire pour maquiller les choses. Ouais. On peut beau faire, mais finalement, on est face à la justice des autorités, mais aussi à la justice des citoyens. À des magistrats avertis. Oui, bien. Mais aussi à l'opinion nationale est en train aussi de faire son jugement. Et depuis ces différents passages devant les magistrats, devant les juges, pardon, on a compris quand même que le monsieur peut nous servir d'exemple pour au moins savoir beaucoup de choses dans ces événements-là. Et donc, il peut être plus qu'un témoin. Et puisque à l'époque, au moment des faits, il était premièrement chef d'état-major, bien. Et puis ministre de la Défense au moment des faits. Ouais, donc, comme ministre de la Défense par intérim. Très bien. Et donc, il faut qu'on revoie cette partie. Il faut demander au général Sano, je crois, de vraiment nous dire la vérité. À défaut, qu'on prenne les dispositions pour qu'il le fasse. Absolument. Vivement la vérité dans ces procès des événements du 28 septembre. On passe à notre 4e sujet, football. On en parle après l'échec de la tenue du congrès électif de la Fédération guinéenne de football au 25 et 26 novembre 2023, le quorum n'ayant pas été atteint par le fait de l'invalidation de la candidature du G47. Les langues s'est délue et la Guinée risque gros, Ali Badra Akila. La Guinée risquera gros parce que vous avez cédé vos places au en 2 minutes. Vous avez cédé. Moi-même, je ne vais pas atteindre ça. Et puis, parce que je dis que vous avez cédé vos places à des fauteurs de troubles. Des gens qui se font appeler même les G47 pour des intérêts égoïstes et irréalistes. Comment ça? Oui, c'est pour des intérêts pour un seul individu. Vous voulez mettre en péril la vie ou le destin du sport guinéen. Mais Mathurin dit être prêt de s'effacer si c'est lui, si c'est sa personne qui pose problème. Pourquoi il ne l'avait pas fait dès le début? Il a dit. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la sortie de Gilles, je crois, Fernandez pour faire ça? Mais on n'est pas dans... La fédération guinéenne n'est pas une institution de gamins. Il faut qu'on arrête un peu. Il ne faut pas sacrifier la vie aujourd'hui du sport guinéen. À un moment donné,
il faut que les gens se fassent respecter. Et d'ailleurs, le colonel, normalement, devait prendre les choses à bras le corps parce que pour moi, ces gens-là qui refusent toute cette manœuvre, c'est des gens qui sont appelés, que je considère d'ailleurs fauteurs de troubles, qui méritent des sanctions. Si on retirait la Guinée de cette organisation en Côte d'Ivoire, c'est aussi simple que ça. Bien, nous risquons gros. Alors, Jenab Diallo, Zelson Fernandez, l'émissaire de la FIFA, parle d'un fiasco historique. Mais on l'a rappelé ici, durant toute cette semaine d'ailleurs, ça se disait, de samedi à dimanche. On s'attendait quand même à ce que le congrès ait lieu. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, des décisions pourraient tomber et que c'est tout le football guinéen qui va en pâtir à cause d'une seule personne, à qui il est en train de le dire. Qu'on arrête d'être de mauvaise foi. Il y a des charges quand même qui sont citées contre Mathurin Bangoura, qu'ils finissent d'abord avec la justice. Il n'est jamais tard. Seul Mathurin peut être constitué un problème pour toute une nation. C'est le seul. Mathurin, aujourd'hui, avec le G47, il était en train tout de suite de le dire. Ça veut dire qu'il est, en connivence avec ces G47. Mais ils l'ont d'ailleurs... Parce que sa candidature a été invalidée. C'est lui qui a retiré les badges. Voilà, et le retrait des badges, c'est lui. Comment un seul individu peut être un problème, un frein? C'est parce que derrière, il est... C'est parce que derrière, il est soutenu par un maillon fort du gouvernement. Pourquoi ne pas le faire? Non, mais écoutez, les membres du G47 l'ont dit qu'ils ont fait cela pour soutenir Mathurin. Et Mathurin, dans une sortie, il a dit qu'il l'a fait qu'on sache qu'il a un poids. Voilà. En fait, la logique ici, c'est qu'il ne le faisait pas pour qu'on lui... Peut-être le fait qu'il a été éjecté, qu'on pense peut-être à aller un peu vers les statuts et autres, lui ramener, mais il est de mauvaise foi. Qu'il arrête un peu. On va faire perdre à la Guinée des choses qu'on ne devait pas perdre à cause d'un individu. C'est déjà fait. Et Yam, ça c'est que finalement, le championnat scolaire panafricain n'aura finalement pas lieu sur le sol guinéen. Première conséquence. Ce sont des conséquences d'ailleurs. La réponse à votre question, si on risque gros, on a un mois de la CAN. Ah oui, on a déjà compris. Je dis bien, c'est la réponse à votre question. Si la Guinée risque gros. Et déjà, les sanctions ont commencé. Partout, c'est des problèmes. Oui, les failles ont commencé. Et donc, vous avez entendu Mathurin dire que 1000 fois ils vont organiser le congrès et 1000 fois ils vont reporter. Ça veut dire qu'il est sûr de quelque chose. Et donc le monsieur s'est tapé la poitrine pour dire que c'est moi. Sans moi, il n'y aura pas de congrès. Et donc c'est ce qu'il faut éviter, puisque vous avez entendu même l'émissaire de la FIFA qui dit que si on continue à boycotter, peut-être il n'y aura plus d'élection à la FEGIFOOT. Et donc il nous a également confié le destin de notre football, comme pour dire que personne ne peut modeler ce football à notre place. Et donc c'est qu'il faut leçons de morale, malheureusement. C'est qu'il faut dénoncer. L'émissaire a rappelé, le destin du football guinéen se trouve entre les mains des Guinéens. Et donc la balle est partie, le message est donné. Et donc, c'est responsable aujourd'hui et qui font la course pour le fauteuil présidentiel à la FEGIFOOT doivent s'entendre pour le bonheur du football guinéen. Et si vous voyez, on le disait, tout le monde a dit à l'unanimité que c'est ça le problème. Les problèmes d'ego, les problèmes d'intérêt personnel, c'est ce qui fait que rien ne bouge dans tous les secteurs. Et c'est la même situation aujourd'hui qui plane au-dessus du football guinéen. Ceux qui gouvernent de l'autre côté, qui sont responsables de ce sport-là, ne s'entendent pas. Et comme si on veut tout caporaliser, et donc on s'en fout des conséquences. Et si ça continue comme ça, bonjour aux dégâts. Il faut faire une table rase, là, dégager tous ces gens-là. Aujourd'hui, on avait cru que ces arts de bêtises-là étaient derrière nous, excusez-moi du peu. Mais nous sommes en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, même l'exécutif est pointé du doigt, parce que l'émissaire de la FIFA l'a dit, qu'ils ne toléreront pas que l'exécutif puisse s'immiscer là-dedans. Et à qui il a parlé aussi d'un soutien d'un ténor de la transition. Oui, le Premier ministre même a été tagué à un certain moment. Donc ça veut dire que c'est qui entretient cette crise-là. Oui, le Premier ministre lui-même a été tagué à un moment. Il a été tagué dans un premier temps.
ces gens-là peuvent être considérés comme des fauteurs de troubles. Leur place est en prison jusqu'après l'organisation de ce congrès. Pour vous dire une fois de plus qu'il y a des soutiens très costauds derrière tout ça, devant même le ministre, le Premier ministre et les membres de la FIFA, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais les membres du FIFA ont quitté la salle parce que tout simplement, ils étaient dessus. Je pense que ce n'est vraiment pas bien comme image. C'est que je veux dire que le problème, c'est nous. Au lieu de nous chercher un médiateur, on nous envoie un... Non, le problème, c'est pas seulement Mathurin. Le problème, c'est nous. Puisque si Mathurin est sûr de quelque... Si Mathurin est en train d'opposer une opposition aujourd'hui, et c'est parce qu'il est fort de quelque chose. Donc, il se dit qu'il a des soutiens. Il se dit qu'il est un homme fort. Donc, sans lui, rien ne peut bouger. Et donc, Mathurin n'est pas le seul. Il a ses complices. Et il faut dire à ses complices également d'arrêter de faire bouger les choses. Et puisque le football guinéen ne mérite pas cela. Voilà, pas du tout, Yaya. Permettez-moi de lire ce message de notre internaute, Ibou Diallo, qui dit « Bonjour, monsieur Yaya, et à toute l'équipe du scanner de Kavi Media, les dirigeants étant pour une population ce que les parents sont pour les enfants, c'est-à-dire leur première référence naturelle, il n'est pas étonnant que la majeure partie de nos jeunes considèrent la médiocrité, le vol, le cynisme, la démagogie comme étant des choses normales et acceptables. Bonne méditation. Ibou Diallo. Alors, Ali Badra, on passe à ces dossiers d'enquête. Je le disais, le colonel Célestin Bilavogui, toujours porté, disparu. Qu'est-ce qui se passe de ce côté, Ali Badra Kila? Le colonel Célestin Bilavogui kidnappé. Moi, je préfère cette expression parce que... Moi, je préfère porter disparu. Selon nos informations, surtout qu'on a eu à recouper pour le moment, même si nos tentatives pour entrer en contact avec la femme de cet officier de l'armée sont encore pour le moment restées vaines. Mais nous allons quand même nous battre de ce côté pour qu'on soit au moins en contact avec cette dame. Le colonel se rendait au boulot après l'attaque du 4, je crois, novembre à la maison centrale, que le colonel, d'ailleurs, qui était sur le chemin, a reçu un appel de Bala Samoura. De Bala Samoura. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, selon nos informations. Bien. L'actuel haut commandant de la gendarmerie pour lui dire qu'il est convoqué. Où? Point d'interrogation. Bien. Arrivé à son bureau respectif, c'est là que tout a commencé. La descente aux enfers a commencé pour le colonel Célestin Bilavogui. Bien. Arrivé à son bureau, il fait face à un groupe de gendarmes, tous armés. Bien. Tous armés, et puis il demande d'abord, qu'est-ce qui se passe? Les gendarmes répliquent pour lui dire, il faut nous suivre. Pour aller où? Je ne sais pas. Un groupe de gendarmes, il demandait armés de lui suivre. Qui sont venus. Il était déjà devant son bureau. Bien. Pour n'avoir pas eu accès, ces gendarmes se sont présentés. Ils l'ont dit, mon colonel, vous devez nous suivre. Il rétorque, où? Ah, c'est un ordre, il faut nous suivre. Bien. Leur suivant, depuis ce jour, sa femme s'inquiète. Une femme désemparée qui continue de s'inquiéter, qui d'ailleurs n'a eu aucune de ses nouvelles. Qui a été d'ailleurs délogé par ce locataire. Oui. J'en viens. Maintenant, qui est cité? C'est le colonel Bala Samoura, l'adjoint. Donc, qui serait derrière cette disparition. Qui serait derrière cette disparition de colonel Célestin Bilavogui. Bien. L'adjoint du colonel qui était sur place, après un échange entre lui et la femme du colonel Célestin, a directement eu le temps d'appeler Bala Samoura, selon nos informations. Quand il a appelé le colonel et le général haut commandant de la gendarmerie, tenez-vous bien. Parce que sa réponse, je dis bien la réponse à cet appel qu'il a donné à ce dernier m'a laissé sans mots. Tu n'as rien à voir là-dedans. Je cite, tu n'as rien à voir là-dedans, c'est un ordre. C'est un ordre, hein? C'est ce que le général a eu à dire.
quand il s'est entretenu avec l'adjoint de Célestin, Bilivogui, reçu un ordre comme quoi il doit laisser et de ne même pas chercher à fouiller. C'est ce que le colonel aurait dit à l'adjoint de Célestin Bilivogui. de ne même pas chercher à fouiller. Vu que l'armée, c'est l'hierarchie, il s'est aussi plié aux ordres donnés par le général Bala Samoura. Maintenant, sa femme est délogée. Elle dort à la belle étoile. Incroyable. D'ailleurs, elle persiste même, parce que si vous l'appelez, elle insiste là-dessus et puis elle persiste comme quoi c'est Bala Samoura qui est derrière Je l'ai entendu dire. le kidnapping de son mari, Ouais. Célestin Bilivogui. La maison dans laquelle elle habitait, aujourd'hui, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Ça a quel lien? Elle est avec des enfants. Elle dort à la belle étoile. Tous ces enfants ont des âges aussi minimes. 8, 2, et le petit même qui est, je crois, avec elle, n'a pas eu ses 2 ans. Ouais. Un an et quelques. Un an et quelques mois, hein. Ouais. Et le colonel Célestin Bilivogui n'a pas donné d'informations fiables à sa femme comme quoi il a été convoqué. Parce qu'il était sur le chemin d'aller au bureau. Qu'il a reçu un appel. Question, est-ce que ces colonels avaient des antécédents personnels avec le général Bala Samoura? Ça a tout l'air. Selon la femme de Célestin. Pourquoi a-t-il une dent contre lui? Selon la... On en vient. Bien. On va fouiller ce dossier pour en savoir davantage. Bien. Mais là où il y a le problème, quand vous sillonnez les prisons, vous ne retrouverez pas le colonel Célestin Bilivogui. Bien. Où est caché le colonel Célestin? Pourquoi Bala Samoura serait derrière Bien. ce kidnapping? Bien. Et à quoi ça va lui servir? Bien. Parce que la femme, elle dit que le colonel a reçu l'appel de Bala Samoura, d'abord à la maison. Bien. Quand il a reçu cet appel, sa femme lui a demandé où tu te rends. Le colonel a dit, ah, j'ai reçu un appel de Bala Samoura. Bien. Il me demande d'aller. Bien. Il est venu. Le temps pour lui de revenir et rentrer dans son bureau, prendre ses effets, c'est là que ces gendarmes-là se sont présentés. Et quand ils se sont présentés, ils sont venus avec une convocation comme quoi vous êtes demandés à venir avec nous. Bien. Et ils n'ont même pas donné le temps de rentrer dans sa voiture. Hein. Incroyable. Ils ne l'ont pas donné ce temps. Directement, le colonel aussi les a poursuivis. Parce qu'il ne se reprochait absolument de rien. Bien. Le colonel vient, il reste là. Son adjoint qui y était aussi a appelé le général Bala Samoura pour savoir réellement de quoi est-ce qu'on reproche Très bien. à son chef. Ouais. Là, les langues se fermissent. Ouais. Le colonel de ce dernier, Célestin Bilivogui, jusque-là, n'est pas encore entré en contact avec sa famille. Bien. Sa femme demande à ce qu'on dise où est son mari. Et elle accuse le colonel Bala Samoura, le deuxième, s'il faut, le deuxième champion de la transition. Très bien. Pourquoi Bala Samoura ferait cela? On ne sait pas. Et nous allons l'appeler. Parce que c'est une information, c'est une enquête. Si Bala Samoura est derrière, nous allons l'appeler et puis il va s'expliquer. Il faut s'y atteler, Ali Badra Kila. Je crois que ça serait important qu'on ait même la femme du colonel Célestin Bilivogui pour beaucoup plus d'informations dans ces dossiers-là. Et pourquoi pas même prendre contact avec le général Bala Samoura, même si on sait très bien que qu'est-ce qui va se passer éventuellement. Il vous dira rien. Une minute, nous arrivons à terme de cette émission. Non, très Terme de cette émission. rapidement, moi j'aimerais encore revenir pour dire que les erreurs du passé ont commencé à avoir le goût. Et si vous avez compris, d'ailleurs, dès sa disparition, on a vu le décret de sa radiation exactement. Bien. Et donc c'est pour vous dire que quelque chose ne va pas. Alors, pourquoi avoir été kidnappé entre guillemets et puis le lendemain, on voit c'est la décision, le radiant de l'armée qui tombe. Bien. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Akila l'a dit tout à l'heure et c'est ce qui a été confié par son avocat également. L'avocat que moi-même j'ai appelé m'a dit qu'il avait reçu un appel pour donner sa position.
Étant au bureau, les gendarmes ont fait une descente musclée et on a pris le monsieur direction où on ne sait pas jusqu'à maintenant. Et depuis, ni sa famille, ni ses amis, ni même son avocat, personne ne sait où il est. Pendant ce temps, il est aussi radié de l'armée. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche? Une double injustice. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Personne ne sait. Et il faut que l'armée, en tout cas, parce que... les autorités judiciaires. Les autorités judiciaires, je vais dire. Nous disent la vérité. Surtout l'armée, parce que c'est militaire. Il n'est surtout pas le seul, parce qu'ils ont eu peur d'arrêter le commandant, l'ancien commandant, je crois, de BQG. BQG qui est nommé chef, c'est pas conseiller militaire à Kamsa. Bien. Pourquoi la peur? Là, il faut se demander, hein, pourquoi cette peur? Capitaine Magasouva ou colonel Magasouva? Philippe Magasouva. Et lui, il était dans le coup. Bien. Peut-être certainement, c'est à cause de tout ça, ils n'ont pas mis main sur lui, mais il faut l'écarter, l'éloigner complètement de Conakry. Les autres qui n'ont pas de soutien, comme les Célestins Bilivogui, eux sont arrêtés et puis jetés directement en prison. Mais où? Dans quelle prison? On ne le sait pas. Peut-être que Bala Samoura, il a la réponse. Très bien. Il est radié pour faute lourde. Et aujourd'hui, on ne sait pas, il a disparu, on ne sait pas où il se trouve. Mais de grâce que l'on nous dise qu'est-ce qu'on lui reproche. C'est aussi simple que ça. On a l'impression d'être dans une sorte de Far West, malheureusement. Non, mais moi, ça ne m'étonne pas si ceux qui faisaient le sale boulot hier se retrouvent même au pouvoir. Ce sont ces choses pareilles-là qui peuvent se passer. Quand même, on voyait des gens encagoulés Qu'est-ce que vous appelez sale boulot, Génard? qui faisaient disparaître les gens comme ça. Si aujourd'hui, le CNRD se retrouve, les forces spéciales se retrouvent au pouvoir, je pense que ce qui se passe là, on devait s'y attendre. Entendre Akila tout de suite dans son enquête, on n'a plus besoin de se demander qui a enlevé le colonel Célestin Bilivogui. On le sait déjà. Ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui, c'est où se trouve le colonel Célestin Bilivogui. Est-ce qu'il est vivant? Il faut se poser cette question. Est-ce qu'il est vivant? Parce que c'est important, depuis qu'il a disparu, aucune communication. Il n'a plus fait signe de vie. Pas avec un non plus un en proche, contact avec, aucun membre de sa famille. Aucun membre de sa famille. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Si on veut un peu lier les faits, c'est après quand même l'acte du 4 novembre. Tout à fait. Sur l'attaque de la maison centrale, c'est de là mais que qu'on tout le est dise, venu. s'il est impliqué ou pas. Et puis c'est des choses qui continuent parce qu'on va revenir sur ça. Le chef du village de Bangoueta, qui serait aussi accusé par le pouvoir même, il avait été arrêté au village à Zérékoré. Et il a fallu que les jeunes manifestent pour qu'il soit libéré. Est-ce que Ouais. Voilà, c'est des questions qu'il faut aussi se poser. En tout cas, c'est des situations qu'on peut bien lier. Maintenant, vu qu'on sait qu'on n'aura aucune réponse des autorités, ce n'est même pas la peine de le faire. On va continuer nos enquêtes pour en savoir davantage. Non, mais dossier. les personnes ne peuvent pas disparaître comme ça dans un pays comme le nôtre. Mais... Et puis que tout le monde sache que tout le monde cherche leur disparition. Bien. Et au final, on ne sait pas où elle se trouve. Très bien. Là, c'est inquiétant. Je pense on est en train de traverser une période noire. Le cas Célestin Bilivogui, c'est un cas un peu qui est à la portée peut-être de la presse. Mais il y a des gens qui des ont anonymes. disparu. Ouais. Il y en a plein, Absolument. je vous dis. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. Ces gens-là, ils sont très forts dans ça. On a vu ce qu'ils faisaient. Cher-chef, Chouma, où en est-on avec celui-ci aussi? Non. Aujourd'hui, Chouma aussi, qui a été porté disparu en fait, suite aux événements du 4 novembre. Ce qu'il faut dénoncer, Yaya, c'est cette insécurité. On n'a aucune information concernant. C'est cette insécurité. Non, c'est une insécurité. Non, en longueur, tous les jours. Écoutez, c'est un terrorisme État qui est imposé. C'est un terrorisme d'État. C'est un terrorisme Ça s'appelle un terrorisme d'État. Akil a parfaitement raison. C'est pas de l'insécurité. Ça ne concerne pas seulement les militaires guénabs, ça concerne même les citoyens. Tous les jours, regardez, on est dirigé par les militaires. Normalement, si on est dirigé par les militaires, ceux qui ont des armes, le pays devrait se retrouver en toute confiance. Mais tous les jours, on découvre des cas de mort. Le pouvoir militaire ne protège. Mais on est en insécurité. Le pouvoir militaire ne protège sa personne, ne protège jamais la population. Ça tout l'air. Non mais attends, tu parles d'insécurité. Je suis d'accord quand il y a viol, quand il y a assassinat. Mais quand il y a des kidnappings, disparitions, non mais attends, ça c'est pas de l'insécurité ça. C'est du terrorisme d'État. Malheureusement, au colonel Mamadi Doumbouya de prendre sa responsabilité
on ne cessera de le dire, il est de bonne foi, il veut très bien que les choses marchent, mais malheureusement, il s'est fait entourer par une touffe d'incompétents et d'arrogants, malheureusement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là et puis plus loin, il s'est bunkerisé et puis finalement, il n'est plus en contact avec un certain nombre de réalités, ce qui fait qu'on le rapporte tout et il consomme tout, malheureusement. C'en est terminé pour ces numéros de jeudi. Merci à tous pour votre fidélité. Jenab Diallo, merci. C'est un plaisir. Yamoussa Cheikh, merci. Merci Yaya, merci Ali à tous. Badra Akila, merci. Merci à tous les autres. Aux opérations techniques, Amadou Kamara et à la réalisation, Michel Amonou. Au niveau de la télé, on avait Norbert Kourouma. Le tout sous la coordination de Alpha Diallo. Et à la production, nous avons Alpha Taïbou Silla. Merci pour votre fidélité. Merci d'être fidèle au programme du groupe Kavi Media et Kavi TV. Merci, au revoir.